Galilée a commencé à étudier la chute libre verticale des corps dès 1597 à l'âge de 33 ans. À l'époque, la théorie d'Aristote indiquait que si l'on fait tomber deux boules de masse différentes, la boule la plus lourde arrive la première au sol. La légende dit que Galilée a lâché une boule de fer et une boule de bois depuis le sommet de la tour penchée de Pise et a montré que les deux boules arrivaient en même temps au sol. En réalité, pour déduire cette propriété, il a suivi un raisonnement très judicieux. Il a appliqué la théorie d'Aristote à une grosse boule A liée à une petite boule B. L'ensemble A plus B étant plus lourd que A, il devrait arriver au sol en premier. Il a aussi considéré que la petite boule B, plus légère que A, descend moins vite et par conséquent freine l'ensemble A plus B qui arrive au sol après la boule A. Galilée a indiqué que la seule façon de lever cette incohérence est de considérer que les deux boules A et B se déplacent avec la même vitesse. Bien sûr, cette propriété n'est pas observée si l'on compare la chute libre d'une boule de plomb avec celle d'une plume, car dans ce cas, c'est le frottement de l'air qui ralentit la chute de la plume. Sous vide, il n'y a pas de frottement et la boule et la plume chutent de la même façon. À l'époque de Galilée, la chute libre verticale d'un corps, une boule par exemple, était très difficile à étudier, car la chute est très rapide et la vitesse instantanée de la boule impossible à mesurer avec les techniques alors disponibles. Les chronomètres n'existaient pas et les horloges étaient très rudimentaires. Ce n'est plus le cas actuellement. Dans cette vidéo, nous avons utilisé des moyens à la fois modernes et simples pour étudier la chute libre verticale d'une bille. Le dispositif que nous avons utilisé est constitué d'une règle verticale comportant de petits repères noirs situés tous les 10 cm entre 0 et 2 mètres, une bille en verre ayant une masse de 22 grammes et un bac de réception contenant de l'argile meuble. L'expérience consiste à lâcher la bille depuis l'origine située à 0 mètre et à enregistrer sa chute libre verticale à l'aide d'un caméscope enregistrant 240 images par seconde, soit un ralenti de 8 fois. Pour mesurer avec précision le temps petit t mis par la bille pour parcourir une distance petit l entre l'origine à 0 mètre et un des repères noirs situés sur la règle, nous avons procédé de la façon suivante. L'enregistrement vidéo est tout d'abord découpé, à l'aide d'un logiciel, en une série d'images individuelles numérotées de 0 à n. L'image 0 correspondant au début de la chute libre. Les images sont ensuite présentées par ordre chronologique et pour chaque passage de la bille devant un repère noir, on note le numéro de l'image correspondant. Comme chaque image individuelle correspond à 1/240e de seconde, il suffit de diviser le nombre d'images par 240 pour obtenir le temps petit t mis par la bille pour atteindre chacun des repères noirs. Pour interpréter ce résultat expérimental, deux approches sont possibles. La première approche considère la chute libre verticale comme un mouvement rectiligne uniformément accéléré, encore appelé MRUA. Trois relations caractérisent ce mouvement. La distance parcourue petit l est égale à 1/2 de AT carré, A étant l'accélération. La vitesse petit v est égale à AT. Enfin, l'accélération petit a est une constante et ne dépend pas du temps. En combinant les relations 1 et 2, on obtient une quatrième relation, petit v égale racine de 2 al, qui donne la vitesse, non plus en fonction du temps, mais en fonction de la distance parcourue petit l. Trois remarques importantes. Dans ces relations,
la masse m n'intervient pas, ce qui signifie que des billes ou des boules de masse différentes auront le même comportement. En réalité, cette affirmation n'est vraie qu'en l'absence de tout frottement. Mathématiquement, la vitesse est la dérivée de petit l par rapport au temps, et petit a est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Dans le cas de la chute libre verticale, l'accélération petit a est égale à l'accélération de la pesanteur qui vaut 9,81 mètres par seconde au carré. Les relations 1 à 4 sont donc modifiées pour tenir compte de cette propriété. Dans la section précédente, nous avons mesuré avec précision le temps petit t mis par la bille pour atteindre, au cours de sa chute libre verticale, les repères situés tous les 10 cm le long de la règle. Ce graphe, qui donne la distance parcourue petit l en fonction du temps petit t, montre une courbe parabolique d'équation petit l égale kt au carré, k étant une constante. Elle est en accord avec l'équation 1, L égale 1 demi de gt carré, K est donc égal à 1 demi de G. Pour obtenir la valeur de K, il suffit de considérer le graphe donnant petit l en fonction de petit t au carré. On observe une droite d'équation L égale kt carré. K est la pente de cette droite, elle vaut grand A sur grand B. Dans le cas présent, grand A égale 2 mètres et grand B égale 0,406 secondes au carré, soit 4,92 mètres par seconde au carré. Comme K égale 1 demi de G, on obtient finalement G égale 9,84 mètres par seconde au carré. Cette valeur expérimentale est très proche de la valeur réelle qui vaut 9,81 mètres par seconde au carré. La faible différence de valeur est liée aux erreurs de mesure sur la distance petit l, sur le nombre d'images par seconde pour l'enregistrement de la chute et sur le nombre d'images lors du passage de la bille devant les repères situés tous les 10 cm. Considérons maintenant la vitesse v de la bille lors de sa chute libre. Selon l'équation 2, v égale gt, il suffit de multiplier le temps petit t obtenu expérimentalement par l'accélération petit g pour obtenir cette vitesse. Le graphe correspondant, donnant la vitesse en fonction du temps, est une droite d'équation v égale kt en accord avec l'équation 2, v égale gt. Le graphe indique que la vitesse de la bille lors de sa chute libre augmente de façon linéaire avec le temps. La vitesse peut être également calculée à l'aide de la relation 4, v égale racine de 2gl. On obtient bien sûr les mêmes résultats qu'à l'aide de l'équation 2, v égale gt. Par contre, le graphe donnant la vitesse v en fonction de la distance petit l, montre une courbe d'équation v égale k racine de l, en accord avec l'équation 4, v égale racine de 2gl. Considérons maintenant la seconde approche. Elle prend en compte les énergies potentielles EP, cinétique EC et mécanique EM. L'énergie potentielle EP est l'énergie stockée sous forme gravitationnelle, élastique, électrique ou autre. Dans le cas de la chute libre verticale, seule l'énergie potentielle gravitationnelle intervient et elle vaut mgh. M étant la masse de l'objet en kilogrammes, G l'accélération de la pesanteur qui vaut 9,81 mètres par seconde au carré et H la hauteur de l'objet en mètres par rapport à une origine située à 0 mètre. L'énergie cinétique EC est l'énergie d'un objet animé d'une vitesse v. Elle vaut EC égale 1 demi de mv2.
L'énergie mécanique, EM, est la somme des énergies potentielles et cinétiques. En l'absence de frottement, cette énergie mécanique est une constante. Cela signifie que la variation d'énergie mécanique ΔEm égale à l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale est nulle. Cela signifie aussi que l'énergie potentielle peut se transformer tout ou partie en énergie cinétique et inversement. L'unité d'énergie est le joule. Ce premier exemple concerne la chute libre verticale d'une bille de 22 grammes depuis une hauteur initiale HI de 2 mètres jusqu'à une hauteur finale HF de 0 mètre. L'énergie potentielle initiale, EPI, vaut mghi, soit 0,022 grammes multiplié par 9,84 mètres par seconde au carré multiplié par 2 mètres égale 0,433 joules. L'énergie cinétique initiale, ECI, égale 1/2 de mvi carré, est nulle puisque la vitesse initiale VI de la bille est nulle. Finalement, l'énergie mécanique initiale, égale EPI plus ECI, est égale à EPI, soit 0,433 joules. L'énergie potentielle finale, EPF, égale à mghf, est nulle puisque la hauteur finale HF est située à l'origine à 0 mètre. L'énergie cinétique finale, ECF, est égale à 1/2 de mvf au carré, est égale à 0,5 fois 0,022 grammes fois 6,27 mètres par seconde au carré, est égal à 0,432 joules. L'énergie mécanique finale, EMF, est égale à EPF plus ECF, est égale à ECF, égale 0,432 joules. On constate une égalité presque parfaite entre les énergies mécaniques initiales et finales, EMI et EMF. Pour interpréter ce résultat, rappelons qu'en l'absence de frottement, toute variation d'énergie mécanique ΔEm égale EMF moins EMI est nulle. Dans notre cas de chute libre verticale, ΔEm égale ECF moins EPI est égal à 0. Donc, l'énergie cinétique finale, ECI, est égale à l'énergie potentielle initiale, EPI. Cela signifie que toute l'énergie potentielle initiale, EPI, s'est transformée en énergie cinétique finale, ECF. La relation 1 peut encore s'écrire sous la forme 1/2 de mvf carré égale mghi. On en tire la relation 2, Vf égale racine de 2ghi, qui permet de calculer la vitesse finale Vf en fonction de la hauteur initiale hi. Si l'on applique cette relation à ce premier exemple, on obtient Vf égale racine de 2 fois 9,84 mètres par seconde au carré fois 2, soit 6,27 mètres par seconde. On retrouve bien, pour la vitesse finale, notre résultat expérimental. Nous venons d'examiner les énergies potentielles cinétiques et mécaniques pour l'état initial, situé à 2 mètres, et pour l'état final, situé à l'origine à 0 mètre. On peut aussi calculer ces trois énergies pour tous les états intermédiaires situés entre 0 et 2 mètres, puisque l'on connaît la hauteur h qui permet de calculer l'énergie potentielle, et la vitesse correspondante v qui permet de calculer l'énergie cinétique. Les résultats sont présentés sur ces deux graphes. Le premier donne les énergies en fonction du temps petit t, et le second en fonction de la hauteur petit h. Il montre l'évolution décroissante de l'énergie potentielle et croissante de l'énergie cinétique.
L'énergie mécanique, qui est la somme des énergies potentielles et cinétiques, est quasiment inchangée durant toute la chute libre de la bille. Pour ce second exemple, nous avons choisi une hauteur initiale de 1 mètre. Tout calcul fait, on obtient une égalité des énergies mécaniques initiales et finales à 0,216 joules. Ce tableau permet de comparer les résultats des deux expériences précédentes. Il montre que si l'on divise par 2 la hauteur initiale HI, alors on divise par 2 les énergies mécaniques EM, alors que les vitesses finales VF sont elles divisées par racine de 2. Et pour terminer, considérons la chute libre verticale de 3 billes, une bille de fer de 65 grammes, une bille de fer de 33 grammes et la bille de verre de 22 grammes utilisée dans les expériences précédentes. Comme l'avait démontré Galilée, les 3 billes ont le même comportement et arrivent dans le bac de réception en même temps. En conclusion, il est possible d'étudier de façon suffisamment précise la chute libre verticale des corps en utilisant des moyens simples disponibles actuellement comme un caméscope et un tableur. Les concepts de mouvement rectiligne uniformément accéléré et d'énergie potentielle, cinétique et mécanique permettent d'interpréter les résultats expérimentaux.